15h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition au sommaire de ce journal. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux de la 7e séance du Conseil des ministres. Et au Proche-Orient, 3 jours de deuil ont été décrétés pour les Palestiniens. Un décret émanant de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a eu lieu ce mardi la 7e séance du Conseil des ministres où 9 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Le Conseil a examiné en premier lieu un projet de loi portant création de l'Agence nationale pour les personnes à besoins spécifiques ou vivant avec un handicap. Le second, troisième et quatrième point ont concerné la ratification d'accords de prêt. Ainsi, un prêt a été ratifié entre Djibouti et la Banque mondiale d'un montant de 2,5 milliards de francs. Il a pour objectif de moderniser l'administration centrale et l'introduction de nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont un programme appelé e-gouvernement. Les services rendus à la nation seront ainsi facilités et les informations ou données accessibles. En outre, un prêt d'un même montant, soit 2,5 milliards de francs, a été ratifié pour la poursuite de l'exploration géothermique dans la région du lac Assal. Ce prêt a été contracté entre Djibouti et la Banque africaine de développement. Et en troisième lieu, un accord de près de 4,5 milliards de francs a été conclu entre le gouvernement djiboutien et le Fonds arabe de développement pour la construction d'une centrale électrique qui fonctionnera grâce aux vapeurs chaudes des sources géothermiques sorties des entrailles de la Terre. Cette centrale de 15 MW sera installée dans le secteur de Galalekoma. Le sixième point de ce conseil porte sur la signature d'un décret du chef de l'État où 3 inspecteurs des finances ont été nommés. Ensuite, M. Ahmed Awad Mouti a été nommé directeur général du Fonds des garanties partielles des crédits. Cette initiative prise par le chef de l'État a pour objectif de créer des PMI et des PME pour encourager le secteur privé. Écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 15 mai 2018. Était inscrite à l'ordre du jour 10 questions. La première question concerne un projet de loi portant création de l'Agence nationale des personnes à handicap. La personne handicapée est considérée comme sujet ayant des droits et devant être intégrée dans la société à part entière, dans le but de créer une obligation nationale de solidarité, de mieux assurer l'intégration sociale, la protection et l'épanouissement des personnes handicapées en tant que citoyens. Il s'avère nécessaire de mettre en place une structure exclusivement dédiée à l'amélioration des situations et des conditions de vie des personnes handicapées. C'est dans cette optique que s'inscrit la création de l'Agence nationale pour personnes handicapées, afin de préparer leur insertion en milieu de vie ordinaire et de développer leurs relations sociales, civiques et professionnelles dans le milieu environnant. Cette structure aura pour attribution principale d'accueillir, d'informer et d'assurer la participation à la citoyenneté et l'accompagnement des personnes handicapées, de garantir le droit à l'éducation, la santé et l'emploi pour ces personnes. Cette agence aura ainsi pour objectif d'encadrer et d'outiller les personnes à besoins spéciaux, pour leur permettre de s'insérer pleinement dans la société. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. Conformément aux directives du chef de l'État, le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme de modernisation de l'administration centrale. Cette modernisation de l'administration centrale se décline par l'introduction des nouvelles technologies de l'information afin de faciliter l'accès de la population à des services de qualité. C'est dans le cadre de l'accomplissement de cet objectif que le gouvernement a obtenu un financement de 2,5 milliards de francs Djibouti pour dérouler le programme de e-government. Ce programme d'informatisation et de mise en ligne des informations pertinentes aux usagers et clients de l'administration doit non seulement contribuer à améliorer la vie quotidienne des populations, mais accroître l'efficience de notre administration. La troisième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement. Cet accord de prêt de 2,5 milliards de francs est destiné au financement du projet d'exploration géothermique dans la région du lac Assal. Ce projet
a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de la population djiboutienne en facilitant son accès à l'énergie électrique à travers une augmentation des capacités de production d'énergie propre. Ce projet de financement d'énergie géothermique contribuera aussi aux efforts du gouvernement visant à la satisfaction de la demande d'électricité à Djibouti et va diminuer substantiellement l'importation des combustibles. La réalisation de cette infrastructure permettra de diminuer le coût de l'électricité et contribuera ainsi à l'attrait des investissements directs étrangers. La quatrième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Cet accord de prêt de 4,5 milliards de nos francs a pour objet le financement de la construction d'une dizaine de forages de puits pour la production de la vapeur et d'eau récupérée, la construction d'une centrale de 15 MW dans la zone de Galele-Koma et des services de consultation. Ce projet de financement de la centrale d'énergie géothermique contribuera aux efforts du gouvernement visant à la satisfaction de la demande d'électricité à Djibouti et va diminuer substantiellement l'importation également de combustible. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination du directeur général du Fonds de garantie. Le Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti est une institution financière spécialisée dotée de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie de gestion créée à l'initiative du président de la République. Ce fonds a pour mission de contribuer au développement et à la promotion d'un secteur privé et d'un réseau de petites et moyennes entreprises ou industries modernes aptes à promouvoir le développement économique et social en République de Djibouti. Donc pour cette agence, M. Ahmed Awad Mourati est nommé directeur général du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Par ailleurs, l'UNFD a été reconnue comme étant donc une entité d'utilité publique depuis sa création. L'UNFD mène donc un combat acharné pour promouvoir les droits de la femme, pour reconnaître son rôle au sein de la société. Elle est une actrice à part entière dans le processus de développement socio-économique et dans la vie politique. Le Conseil a par ailleurs examiné un projet de décret limitant l'importation de véhicules d'occasion, qu'il s'agisse de bus, de taxis, de véhicules de transport marchand ou de véhicules de tourisme. Le chef de l'État a ensuite signé un projet de décret portant nomination de plusieurs hauts cadres à des postes de responsabilité. Pour plus de détails, réécoutons le porte-parole du gouvernement. Un projet de décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association Union nationale des femmes djiboutiennes. Première, pionnière des structures associatives, l'UNFD a été créée le 30 avril 1977, présidée depuis 2000 par la première dame de la République, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Hed. Depuis sa création, l'UNFD mène un combat acharné pour la réhabilitation et la promotion de la femme en tant que citoyenne et actrice à part entière du développement socio-économique et politique du pays. Dans le cadre de ses missions et objectifs, l'UNFD met en œuvre des actions et des activités pour la protection de la santé maternelle et infantile, dans la lutte contre la pauvreté, pour l'autonomisation économique des femmes, contre l'analphabétisme et contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que les mutilations génitales féminines, et même également des plaidoyers pour créer un environnement social, économique et politique propice aux femmes. La reconnaissance du statut d'ONG d'utilité publique permettra à l'UNFD de bénéficier d'une large légitimité méritée et d'une renommée particulière dans les domaines d'activité dans lesquels elle s'inscrit. La huitième question concerne un projet de décret portant limitation d'âge des véhicules d'occasion importés en République de Djibouti. Ces dernières années, on constate que des importateurs informels mettent en vente des véhicules d'occasion usagés. Par ce décret, une réglementation est mise en place pour réguler ce type de marché. Le gouvernement va limiter l'âge des véhicules d'occasion importés. Concernant donc l'âge limite des véhicules importés dans notre pays, cette limitation d'âge se fera en fonction des types d'activités. 8 ans pour les taxis, 8 ans également pour les bus de 26 et 38 places, 8 ans pour les bus de plus de 36 places. Concernant les véhicules des transports de marchandises, la limitation d'âge est fixée également à 8 ans pour les camions de 3,5 à 5 tonnes. 8 ans également pour les camions de plus de 5 tonnes.
Pour les véhicules de tourisme, l'âge limite est fixé à 5 ans. La 9e question concerne un projet d'arrêté portant l'interdiction définitive des minibus en République de Djibouti, et ce projet d'arrêté modifie l'arrêté numéro 2010-0752 présidence ministère des Transports portant prolongement d'une année de la suspension de l'importation des nouveaux bus et minibus en République de Djibouti. Les minibus, pour la plupart vétustes, constituent de loin le moyen de transport collectif le moins confortable et à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Pour parvenir progressivement au renouvellement du parc des véhicules de transport collectif, donc il est nécessaire d'abord de suspendre l'importation des minibus. La 10e question concerne un projet de décret portant nomination de conseillers techniques. Madame Mariam Moussa Sougué est nommée conseillère technique du Premier ministre. Madame Aïcha Youssouf Kayat est nommée conseillère technique du ministre de la Communication, chargée des postes et des télécommunications. La 11e question concerne également un projet de décret portant nomination des inspecteurs des finances. Madame Fouzia Abdi Isman est donc nommée inspecteur des finances. Elle était affectée au ministère de l'Industrie. Monsieur Djibril Mohamed Jama, également au ministère de l'Économie chargé de l'Industrie, était donc affecté à ce poste et sera donc nommé inspecteur des finances. Monsieur Ali Bouhdarar, inspecteur du corps des trésors et des contributions, est nommé inspecteur toujours des finances. Monsieur Youssouf Douale Ali, administrateur civil du ministère de l'Économie, également nommé inspecteur des finances. Monsieur Abubakar Hussein Douale, anciennement secrétaire général du ministère de l'Énergie, est nommé inspecteur des finances. Monsieur Ahmed Hassan Mohamed Mouyale, inspecteur du corps du trésor et des contributions, est nommé inspecteur des finances. Madame Khadra Elmi Oukiye, administrateur civil au ministère du budget, est nommée également conseiller, inspecteur des finances, pardon. Madame Farissa Omar Bahar est nommée inspecteur des finances. Elle vient du corps de l'éducation nationale. Monsieur Mohamed Saïd Dawale est lui nommé également inspecteur des finances. Monsieur Aïdarous Hussein Guiré, nommé inspecteur des finances. Monsieur Sahal Abdi Ragé, fonctionnaire de l'administration, administrateur civil, est nommé inspecteur des finances. Monsieur Farah Hassan Hussein, fonctionnaire également à l'administration, est nommé inspecteur des finances. Et Monsieur Mahmoud Saïd Farah, fonctionnaire de l'administration, est nommé inspecteur des finances. Dans le reste de l'actualité, comme annoncé dans nos éditions d'hier, nous allons revenir sur les débats sur la politique générale du gouvernement pour cette nouvelle année à l'Assemblée nationale. Et durant la séance plénière d'hier, les élus nationaux et les membres du gouvernement ont eu des échanges sur les objectifs principaux du programme gouvernemental pour 2018. Le développement économique de l'ensemble du pays, sur la relance permanente du développement social et sur l'amélioration de la qualité de vie. Des questions pertinentes sur la lutte contre la pauvreté, le processus de décentralisation et la lutte contre la corruption ont été donc posées par les parlementaires et les membres du gouvernement concernés ont apporté des précisions que voici. Les actions du ministre délégué à la décentralisation et les secrétaires d'État à la solidarité et d'affaires sociales sont-elles conjuguées pour parvenir à un développement territorial équilibré et durable afin de répartir les activités économiques? Je vous en remercie. La lutte contre la corruption se limite-t-elle uniquement à la déclaration des patrimoines et des responsables de diverses entités de l'État? Pour lutter efficacement contre la corruption dans notre pays et ainsi perdre aux corrupteurs et aux corruptibles, la question qu'elle approfondit mon département, de quoi ils vivent cette population? En termes de population, leur taille et leurs chiffres combien? Est-ce qu'il y a des ressources permanentes en eau? Ou bien leur seul point d'eau, c'est le point de rétention d'eau de surface? Après, ils sont à combien de distance de la sous-préfecture principale? À partir de là, la ministre des Affaires sociales précède l'action et par la suite, on réfléchit sur la question de l'éducation, la santé. Sans oublier aussi question de désenclavement. Les questions secondaires qui viennent, on peut réfléchir sur l'activité socio-économique
on procède comme ça, on continuerait dans ce sens. On a parlé de sécurité alimentaire. En 2017, les chiffres qui ont été présentés montrent une certaine baisse d'un nombre exact de 26% du nombre de ménages concernant l'insécurité alimentaire. Ensuite, on voit un taux de prévalence qui est seulement de 2,2 en ce qui concerne la sécurité alimentaire sévère. On a constaté également que 10% de ces ménages dans les zones les plus reculées arrivent aujourd'hui à avoir des sources principales de revenus, que ce soit un travail formel ou informel. Tous ces éléments montrent une certaine positivité des interventions qui sont menées au niveau rural, mais il est toujours nécessaire de pouvoir recentrer et recapitaliser sur les financements ou bien les stratégies et les perspectives qu'il faudra cibler par la suite. J'aimerais répondre à l'honorable député Haroun pour lui dire qu'il y a une Cour des comptes qui s'occupe des délinquants fiscaux ou des fonctionnaires qui ont enfreint les règles financières. On ne peut pas enfermer ou déférer devant les juridictions quelqu'un parce qu'il est directeur ou parce qu'on le soupçonne. Il faut qu'il y ait des preuves, et une fois qu'on a les preuves, la Cour des comptes peut et va bientôt, elle est en train de travailler sur plusieurs dossiers. Si les faits sont avérés, là on défère devant les tribunaux. Mais ce n'est pas parce qu'il est directeur qu'on va l'envoyer en prison. Il y a aussi la Commission nationale de lutte contre la corruption. Celle-là aussi, elle travaille et il faut être un peu patient. Et les interrogations des parlementaires portaient également sur la réforme et le renforcement de l'administration. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samlié, et le ministre à la présidence chargé des investissements, Ali Ghella Aboubakar, ont été interpellés sur la situation dans l'administration et les facilités accordées aux investisseurs étrangers. Nous les écoutons. Le gouvernement s'est engagé à opérer un dégel des avancements des agents de la fonction publique. Mais en réalité, cet engagement n'a pas été concrétisé. Aussi, je voudrais ajouter que lorsqu'il s'agit des mesures de sanction, elles sont imposées et sont appliquées aux agents de l'État. Mais lorsqu'il s'agit de bénéficier des avantages, ce n'est pas le cas. Donc, nous aimerions savoir où se situe réellement le blocage. Pourquoi le gouvernement devrait-il continuer d'accorder des faveurs ou mesures fiscales favorables à ce genre d'entreprises qui n'ont aucune volonté d'appuyer ou de soutenir le tissu économique local? Je ne sais pas d'où le député Abdou Siki a amené ça, mais les avancements continuent de marcher. Et je crois que moi-même, qui est le responsable de l'administration, j'ai signé, le ministre concerné, Bodé, a signé, et je crois qu'elle est en train de suivre son cours normal. Donc s'il a la preuve contraire, comme quoi les avancements sont gelés, nous serons vraiment enchantés que le député Abdou Siki nous produise les documents authentiques et nécessaires afin de vérifier. Sinon, les avancements marchent normalement tous les 2 ans. Pour vous dire, l'emploi créé en 2017 est de 3 956 emplois ont été créés par les investissements à Djibouti. La valeur cumulée des importations qu'on a exonérées, le député a dit qu'on donne plus de facilitation, 10 milliards 833 millions ont été importés et exonérés. Le total agréat ITS, CNSS patente, 2 milliards 552 millions 808. Les différences d'agréat manque à gagner, plus 1 milliard 144 436 759. Donc, monsieur le député, nous sommes bénéficiaires avec les avantages que nous accordons aux investisseurs et non pas perdants dans cette affaire-là.
Dans l'attente de l'annonce qui sera faite par le Haut Conseil islamique, les Djiboutiens se préparent à accueillir le mois béni du Ramadan. Chacun fait donc ses derniers achats et provisions pour le mois afin d'accomplir donc ce devoir religieux dans les meilleures conditions. Ainsi donc c'était la ruée vers les marchés donc hier soir pour se prémunir de toutes les denrées alimentaires. Le ferry donc comme on le voit sur les images, Mohamed Burhan Qassim donc reliant la capitale aux régions du nord du pays est donc affiché complet et bien sûr, chacun procède à des envois de tous les besoins ou denrées alimentaires vers les familles résidant dans les régions. Les Djiboutiens donc se préparent et on n'observe aucune flambée des prix jusqu'à maintenant. Le ferry Mohamed Burhan Qassim affiché donc complet, comme nous l'avons dit. Les Djiboutiens se préparent et entament avec sérénité le mois béni du Ramadan en achetant également des ustensiles de cuisine. Une soirée religieuse également des Qasaïd ont été donc interprété hier soir donc dans les locaux de la radio-télévision de Djibouti pour accueillir comme il se doit le mois béni du Ramadan qui est bien sûr un des 5 piliers de l'islam. En nouvelle nationale, toujours, la Cour des comptes a abrité une importante réunion de concertation, mais ce sera juste après donc l'appel à la prière d'Al-Asr que voici. Voilà donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. La Cour de compte de Djibouti a abrité donc une importante réunion de concertation avec la Commission nationale de lutte contre la corruption. Cette réunion a vu la participation de la première présidente de la Cour de compte, Ismaël Mahmoud, du président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, Ousmane Idriss, du procureur de la République, Aïd Ahmed, et du procureur général auprès de la Cour des comptes, Madiba donc Ismail, et la conseillère du ministre de la Justice, Farhia Djama, et secrétaire général de la Cour de compte, Umar Aden. L'objectif de cette réunion a été de tisser donc des liens de coopération dans la chaîne de lutte contre la corruption afin d'accroître l'efficacité des efforts dans la lutte contre la corruption. Pour l'heure, la Cour des comptes est donc engagée dans un programme région donc visant à soutenir les institutions supérieures de contrôle des finances publiques pour développer une stratégie d'implication des parties prenantes qui ont en vue donc de créer des passerelles de coopération et d'échange. Engagée dans un programme régional visant à soutenir les institutions supérieures de contrôle des finances publiques à développer une stratégie d'implication des parties prenantes clés en vue de créer des passerelles de coopération et d'échange. Également dans l'actualité, le programme de sensibilisation sur les valeurs de la patrie, donc à l'école initiée par le haut commandement militaire, s'est achevé hier matin avec la sortie effectuée par les élèves de la 3e année du lycée Guelé-Batal au sein des camps donc des forces françaises stationnées à Djibouti. En effet, c'est dimanche que l'école primaire du PK12 donc s'est rendue à la base chinoise de d'Oralé et partie donc du lycée privé de Guelé-Batal à bord des bus affrétés à cette occasion. Les élèves de la 3e année ont été accueillis par un responsable militaire du 5e régiment interarmé d'outre-mer, le 5e RIAOM, qui leur a présenté donc les différents ateliers où ils pouvaient donc visiter un char AMX, un véhicule blindé, des canons de 155 mm et un mortier et 2 gros véhicules. Par la suite, les élèves donc du lycée Guelé-Batal ont été acheminés vers la base militaire des forces françaises et stationnée à Djibouti. Et ce sont donc des hélicoptères, un véhicule de sapeurs-pompiers de l'air, un avion gros porteur, le Transal, et l'avion de chasse Mirage 2000 qui fait donc la police de l'air dans le ciel de Djibouti avec le commandant Vaux de répondre aux nombreuses questions que ont posées donc les élèves pour assouvir leur soif de savoir. Et c'est fort d'une importante délégation à bord de 2 avions militaires que le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu donc hier au centre d'instruction d'Assagueila dans la région de Tadjoura.
Et dans son déplacement, le chef d'état-major était accompagné par le chef d'état-major de la défense, le général des brigades Taher Ali, du général de division Hassan Ali, conseiller du chef d'état-major et des hauts responsables militaires des forces armées djiboutiennes. Cette visite coïncide avec la fin de la formation des jeunes recrues conformément aux souhaits du haut commandement militaire tout en respectant le calendrier imposé. Aussi, cette visite donc vient clôturer la visite d'inspection du chef d'état-major général des armées dans les différents centres de formation afin donc de s'enquérir des acquis des stagiaires. À sa descente d'avion, le général Zakaria a été accueilli par le lieutenant-colonel Ali Chahim Daoud, commandant le régiment interarmé de Tadjoura, le RIAT. Puis le chef de corps du RIAT a fait donc au général Zakaria et à sa délégation une présentation sur le déroulement de la formation. Les résultats sont plus que satisfaisants et les objectifs fixés ont été atteints. Et après la présentation, donc le général Zakaria a ensuite entamé la revue des troupes à la place du rapport à l'issue donc, et le général donc a tenu un discours à l'encontre des stagiaires, les sensibilisant sur l'objectif du recrutement et de cette formation importante à plus d'un titre. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria, a rappelé que cette formation s'inscrit dans le cadre donc, du renforcement des ressources humaines et du rajeunissement des cadres des forces armées djiboutiennes. Le général Zakaria a souligné que ce centre accueille pour la deuxième fois des stagiaires et il a sensibilisé donc l'ensemble des stagiaires à fournir plus d'efforts, le mérite, le courage, l'abnégation, l'instruction et la discipline militaire, la formation continue basée sur l'entraide. Le chef d'état-major a conseillé donc aux stagiaires de garder en mémoire en premier lieu notre culture qui révèle notre identité basée sur la religion, puis de sauvegarder l'unité, socle de notre force.
Puis les stagiaires ont présenté donc au chef d'état-major les maquettes qu'ils ont réalisées à cette occasion, reflétant l'architecture du camp à Sagaïla. Aussi, le général Zakaria a pu voir donc des poteries, des animaux existants dans cette zone. Ensuite, le chef d'état-major a procédé à l'inspection des chambres et très surpris, le chef d'état-major donc a pu constater donc de visu des chambres traditionnelles à base de pailles différentes, de tentes habituelles des forces armées djiboutiennes en toile. Ces chambres donc de paille sont beaucoup plus fraîches car elles emmagasinent la fraîcheur. Puis vint le moment de présenter les divers ateliers témoignant des connaissances acquises. L'honneur donc revenait à l'atelier d'armement, principal outil de défense du militaire. Les recrues ont pu démontrer leurs connaissances dans ce domaine en procédant au démontage ou au remontage d'un PKM, le pistolet Kalachnikov mitrailleuse, qui est une arme collective destinée à un groupe donc de 10 personnes, et d'un AK-47, arme individuelle de prédilection de tout soldat. Ensuite, ce fut le tour de l'atelier de transmission où les recrues ont démontré leur savoir donc sur les différents appareils de communication militaire, à savoir le TRC 530 ou le TRC 577 et le poste Harris, tout en expliquant les caractéristiques de chacun. Les stagiaires ont pu également établir une station principale émettant en recevant des messages avec activation du réseau. L'atelier sécurisme a clôturé la démonstration des connaissances où les recrues ont illustré la prise en charge des blessés en cas de fracture du dos ou en cas d'inconscience. La visite s'est clôturée par des chants et danses traditionnels en langue afar et en langue somali. Les stagiaires ont concocté des poèmes toujours dans les deux langues relatives à la formation dispensée vis-à-vis de l'exigence militaire. Ainsi, s'est achevée donc la visite d'inspection du chef d'état-major général des armées dans les différents centres de formation des forces armées djiboutiennes. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors Fardous, l'actualité à Jérusalem donc inquiète le monde, notamment le monde arabe. 3 jours de deuil pour les Palestiniens. Mahmoud Abbas donc a décrété 3 jours de deuil national et une grève dans les territoires palestiniens au lendemain d'un massacre perpétré par Israël qui a fait en une journée, selon le dernier bilan, 59 morts et près de 2400 blessés par balle. Bien Ahmed, en effet, donc le président de l'autorité palestinienne a qualifié cette tuerie de massacre et s'en est pris aux États-Unis à l'inauguration de leur ambassade à Jérusalem. Il a fait savoir qu'il n'accepterait jamais un accord de paix proposé par l'administration Trump. La conjonction des intérêts de l'extrême droite américaine et des défenseurs du sionisme explique cet entêtement, comme si les États-Unis avaient ce droit de décider de l'appropriation des terres des autres et leur octroi aux colons israéliens. Sans vouloir directement condamner Israël pour ces tueries qui ont fait plus d'une centaine de morts en quelques semaines et des milliers de paralysés par des tirs de balles réelles, l'Union européenne, Londres se sont concentrés à l'appeler donc à la retenue et à la cessation de ces violences victimes de bourreaux placés sous un même pied d'égalité. Face à l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations en raison de l'intransigeance des extrémistes de la droite israélienne, le parti Likoud, en tête de soutien tacite de l'Occident à la politique d'occupation des Palestiniens, ont décidé de continuer de manifester aujourd'hui 15 mai, date d'anniversaire de la Nakba, le jour où des millions de Palestiniens ont été forcés de quitter leur maison et leurs terres. Ces violences sont inacceptables et ont été condamnés par de nombreux membres du pays, mais aussi les États-Unis ont bloqué l'adoption d'un communiqué de l'ONU qui exprimerait son indignation, sa tristesse face au droit des Palestiniens de manifester pacifiquement. Le Conseil de sécurité doit se réunir ce soir en session extraordinaire. Et devant l'ampleur donc de ces massacres Fardous, la Ligue arabe a décidé de tenir une réunion au Caire, une réunion d'urgence pour discuter du transfert par les États-Unis de leur ambassade à Jérusalem, qualifiée par le secrétaire général de l'organisation pan-arabe de violation claire du droit international. Eh bien Ahmed, cette réunion aura lieu à la demande de l'État de Palestine pour discuter des moyens de faire face à la décision illégale des États-Unis, a annoncé donc à la presse Saïda Abou Halid, secrétaire générale
adjoint des affaires palestiniennes. Ce 15 mai coïncide avec la Nakba, le jour où la catastrophe pour les Palestiniens, celui du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël sur décision de l'ONU qui a décidé du partage de la Palestine entre Arabes et Juifs. Ces derniers viendront donc du monde entier et ont souvent la double nationalité. Ainsi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est à la fois israélien et américain. Son ministre des Affaires étrangères est ukrainien et israélien et le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël est à la fois américain et israélien. L'ambassade a ouvert donc hier après-midi ses portes dans des murs du consulat américain à Jérusalem, tandis qu'à Gaza, 59 personnes ont été tuées et 2400 blessées par balles ou brûlées par des grenades au phosphore. Peu après l'annonce de cette réunion, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit, a qualifié la décision américaine de violation claire et sérieuse du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. Le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem a été annoncé le 6 décembre par le président Trump aux grandes dames d'une partie de la communauté internationale et des Palestiniens. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, le programme continue.